Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui s'invite chez vous pour les fêtes. Ouais, bonjour à tous les gens, c'est la fête, on a eu plein de cadeaux, enfin on va les avoir parce qu'on enregistre un petit peu avant quand même, vu que nous ne sommes pas en live ce soir, je vous préviens de suite les gens si vous nous écoutez sur Synops Live. Je suis One A Pied et je suis accompagné pour cette émission de deux personnes exceptionnelles. J'accompagne d'abord Ti devant moi, bonjour Ti. Ho ho ho. Et le survivant de l'apocalypse, Thio, qui se remet suis après. le voilà, Machator. Voilà, je vous rappelle qu'hier est sorti le film Albator et que faut aller le voir, ça a l'air trop classe. Putain, il est trop classe ce Pierrick parce qu'en fait il vous dit qu'hier le film est sorti alors qu'en fait il est pas encore sorti. Ouais, je sais, il gère son truc, le il est timing, trop bon. genre. Aujourd'hui, une émission pour les fêtes. Vous voyez, on se repose pas. Nous, on bosse non-stop. Où nous avons parlé un petit express rapide. Puis on part sur nos chroniques avec le dernier Valérian, le premier tome de Outzer, Tsunami, Astérix chez les Pictes, Turf. Notre splash page sera consacrée aux 3 premiers tomes de la bande dessinée Chimère. Matt revient pour les fêtes pour nous faire une carte blanche. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Matt Manga. Matt Manga. Ils vont croire Mais que ça, c'est c'est encore moi Thio, le toi, retour. c'est pas Matt, toi. Ouais, bon, on trouve les astuces. Un petit online fort sympathique, un hors-sujet indéterminé, parce qu'en fait, on va faire une coupe pour le trouver plus tard, parce qu'on est des buses et qu'on l'a pas encore prévu. Et puis l'émission sera finie. Ça me semble un programme plutôt honnête. Yes baby. Je tenais à vous remercier pour les tonnes de commentaires que Tizak traitera dans la prochaine émission. Oui, je tiens à vous remercier aussi. Je manquais un petit peu de travail et c'est sympa de m'en donner. Voilà, parce que vous avez énormément réagi sur les commentaires de l'épisode 90, notamment à la carte blanche de Lunch. Franchement, le débat est intéressant, vous n'êtes pas encore tapé dessus, on n'a pas eu de troll, et ça fait plaisir, surtout que le sujet pourrait attirer des trolls facilement. Voilà, franchement, c'est vraiment très plaisant de lire les coms. Moi, je le fais un petit peu au fur et à mesure. Là, Pierrick m'a prévenu qu'il y avait gros débat et donc c'est très très bien. Puis voilà, c'est très constructif. Chacun est à l'écoute de l'autre. Bravo. Ensuite, après que nous ayons sucé les boules de nos auditeurs, nous allons partir, on continue en parlant des OEC Awards qui sont toujours en place. Vous avez déjà été nombreux à voter, on a déjà jusqu'à 25 votes sur quelque chose. N'oubliez pas que la triche n'est pas autorisée, mais de toute façon on n'a aucune chance de vous choper, donc vous faites ce que vous voulez. Ah bah bravo. Ouais, c'est comme ça. Bon, il y a déjà certains trucs qui sortent franchement la tête de l'eau. On sait qu'ils ont des grandes chances de gagner. Donc les OEC Awards, c'est sur le site lavoidesbulles.fr. Allez voter, prévenez tous les gens que vous connaissez d'aller voter pour la BD. Vous n'êtes pas obligé de voter pour une BD que vous avez lue. Vous pouvez voter pour une BD qui vous fait envie, pour une BD qui vous semble coller le mieux à la catégorie en question. On n'a pas forcément choisi les meilleures BD de l'année. On a choisi les BD qui collaient le mieux aux catégories débiles qu'on a créées. Voilà. Oui, Ti, t'allais dire un truc ? Non. Et on peut tout de suite commencer avec notre Express. Si je lance le jingle. Express. Ouais, j'avais pas le bon bouton sur le bon jingle. En Express, nous allons vous parler de Enfer et Parodie, le tome 3, chez les éditions Bac à BD. L'édition Bac à BD, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti quelque chose. Je pense que, comme tout petit éditeur, ils ont un peu du mal. Et pour les fêtes, ils nous ont sorti leur gros succès, c'est Enfer et Parodie, leur tome 3. C'est scénarisé par Jean-Christophe Almodovar et dessiné par Thomas Bornier. Et donc, c'est une série de petites strips, de petits gags en un dessin, qui parodient des personnages de la culture populaire, et qui les mettent dans des situations un peu humoristiques. Thio, toi qui l'as lu... Oui. Écoute... Express, très express, voilà, ça se lit aux toilettes. Certaines blagues sont drôles, d'autres un peu moins. Voilà. C'est assez inégal. C'est très inégal. Moi, je regrette surtout que le dessinateur du premier tome soit parti. J'aime moins le nouveau dessinateur. Je suis un peu moins fan. Je trouve ça manque un petit peu de relief. Un petit peu de relief et un petit peu de dynamisme. Voilà, donc c'est Enfer et Parodie, ça reste un cadeau à offrir à un jeune, je pense, facile, si je veux le dire. Qui a des références. Qui a des références pop, quoi, on va dire. Voilà.
un petit ado, quoi. Ouais, mais des références nouvelles et anciennes. Oui, parce qu'il y a vraiment des références qui ne peuvent toucher que les quinquagénaires comme nous. Hein Ah pardon, j'ai fait un saut dans le temps. On a pris un coup dans la gueule. Ah ouais, On est à l'émission 291, les enfants. Les quinquagénaires, c'est pas les gens qui ont vécu un quinquennat? Hein Non. On peut passer tout de suite Oui, s'il te plaît, passe à la suite. à la suite. Et à Valérian et Laureline, Souvenirs de futur, par Mézières et Christin. La série Valérian s'est achevée, on vous a déjà chroniqué toutes les intégrales, parce que intégrale c'est féminin. Et ils sortent un tome 22, alors je regrette parce qu'il est pas dans la collègue et tout, enfin moi j'ai déjà l'intégrale mais c'est pas grave, ça c'est des trucs de collectionneurs qui râlent. Où ils s'amusent à imaginer comment auraient pu se passer les choses si elles s'étaient passées différemment dans les aventures de Valérian. Et donc ils reviennent sur des anciennes histoires et ils font des et si. Donc on est vraiment dans le what if, ce que pouvait faire Marvel. Et donc c'est plein d'histoires un peu séparées, un peu courtes, avec dedans un truc sur lequel Christin s'est fait plaisir. Il y a des méga planches couleurs peintes qui sont vraiment magnifiques. D'ailleurs c'est Mézières qui dessine. Je sais plus, j'ai un doute sur ce qui dessine et qui écrit. Je sais pas pourquoi. C'est la loose. Je pars en quête. Par enquête. C'est la loose parce que j'adore Valérian et je ne sais pas pourquoi j'ai d'un coup c'est Mézières qui dessine, c'est ça. C'est pas Christin, c'est ce qui me semblait. Mais en général c'est l'inverse, on met toujours le scénariste en premier sur les tomes, mais pas là. Je m'enfonce. En fait non, c'est que là mon mal de tête revient, je pense que... Fais court. Tu m'as frappé avec la BD ou quoi? Donc voilà, on a des histoires courtes. Mézières au dessin, Christin. Il a signé sur la couverture en plus. Des histoires courtes, des superbes dessins en couleur directe peints, magnifiques. Par contre, vous allez écouter l'émission après les fêtes de Noël, donc on va dire que c'est l'alcool, même si nous on enregistre avant les fêtes. Et tu vois déjà les gueules de bois en fait. C'est ça. Bon, Tizak aujourd'hui il revient dans son rôle des premières émissions. Tizak il est là pour nous servir le café parce qu'il n'a pas lu grand chose. C'est-à-dire que Thierry a fait son sommaire d'émission avec alors qu'est-ce que Thierry n'a pas lu? Allez, on met tout dedans. Disons que comme on a fait tout ce que tu avais lu dans la précédente où il n'y avait pas Thio, parce qu'il y a bien un moment. C'est moche et tu sais très bien. Oui, je sais, c'est moche. Donc Thio, qu'as-tu pensé de ce tome? Au dessin, c'est splendide. Je me suis régalé. En plus, voilà, on a des dessins en double page qui sont splendides. Mais par contre, ça sert à rien quoi. Ouais. C'est vraiment peut-être pour les très grands fans et les très grands collectionneurs de Valérian de prendre ce tome parce que il y a pas d'histoire. Disons que là j'ai voulu le mettre en avant, mais ça aurait presque mérité un express parce que c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus. C'est très joli. Il y a des idées sympas, mais il faut se replonger, il faut connaître bien la série pour les apprécier en fait, parce que c'est que des références à comment ça s'est passé et comment ça peut se passer. Voilà, c'est un petit peu décevant sur ce coup-là. Moi, je m'attendais, quand il avait annoncé, à vraiment avoir une histoire complète, tu vois, en what if, qu'est-ce qui se serait passé si, ouais. Et on part sur des délires temporels, sur des trucs annexes, et j'ai trouvé ça très léger niveau scénario. Disons que ça aurait pu faire plein d'univers parallèles, en fait. Ça aurait pu avoir plein d'histoires différentes, et même si c'était vraiment un truc très rapide, mais là, c'est... Ouais. Ils se font plaisir, ils font revenir les personnages, ils remettent un peu en scène le caractère des personnages, voir comment ils sont. Mais c'est moi j'étais assez déçu par ce Valérian. C'est un peu triste parce que j'aime bien Valérian. Ouais, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus complet. Ouais. Voilà. Bon, sinon, ça reste quand même quelque chose. Splendide. Oui, splendide. Pour les collectionneurs, pour ceux qui aiment Valérian, il faut l'avoir, je pense, dans la collection, sinon ça craint. Mais bon, on va passer à autre chose. Je crois que ça aurait été notre chronique très très courte. Je vous invite à aller écouter les précédentes émissions où on parle plus longuement de Valérian. Tu penseras mettre un lien sur le podcast. Et on en parle vachement mieux. Voilà, et on passe tout de suite à la chronique suivante. Out There. What an accent, yes baby! De Brian Augustine et Humberto Ramos. Tu vois, je te fais les accents en fonction des personnes. Humberto Ramos, si! Ah, hombre, caramba! Alors, Humberto Ramos est un auteur que l'on aime beaucoup. Yep.
Thio est un grand fan depuis qu'il a lu, comment s'appelait C'était Révélation. Révélation, scénarisé par Paul Jenkins. Et Out There est une vieille série. Alors je vais replacer un peu dans le contexte, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai lu il y a très longtemps, quand c'était publié chez Semic en kiosque. Donc on avait 2 épisodes en kiosque, c'était tous les 2 mois donc. Et là donc c'est un recueil des 6 premiers épisodes, donc des 3 premiers tomes kiosque. C'est une série qui était sortie dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que ils avaient tenté chez Image Comics, chez Wildstorm plus particulièrement, de faire un label avec des jeunes auteurs à succès. C'était un label qui s'appelait Cliffhanger. Dans ce label, on retrouvait des auteurs fantastiques comme Joe Madureira, on trouvait des autres comme Chris Bachalo, parce que j'ai appris qu'il fallait dire Bachalo, je crois. Oui, ça fait bizarre, mais voilà. Apparemment, il le prend mal quand on dit Bacalo. Ouais, hein, c'est... Et un autre que j'ai oublié, enfin c'était des auteurs qui étaient vraiment exceptionnels, sauf que c'était des auteurs qui étaient surtout des lents de la mort, qui n'en pouvaient plus et qui sortaient des épisodes tous les 40 ans. Et au milieu, il y avait Humberto Ramos qui, lui, a fait une série complète qui s'appelait Crimson, qui allait jusqu'au bout. Et puis quand il a fini sa série complète Crimson, c'était le seul qui était régulier à sortir ses planches régulièrement. Il a fait Out There, qu'il a fini aussi. Et puis bon, maintenant il est connu parce que c'est un dessinateur de Spider-Man. Enfin, Humberto Ramos, c'est quelqu'un qui a bien marché. Moi, je le connais depuis très longtemps parce que j'ai suivi ce qu'il avait fait chez Deviate, qui était scénarisé par Warren Ellis, une équipe de jeunes. Ouais, je vous sors des vieilles séries. Et attention. Sinon, t'as prévu quoi pour l'avion, toi? Je sais pas, parce que là, il me parle de trucs. Voilà. Qui était très très bien, qui suivait des jeunes un peu rebelles. Enfin, c'est du Warren Ellis, du bon scénario. Et puis il avait fait aussi du Ultimate, pas du Ultimate, du 2099, certaines séries. Et c'est un auteur qui était très controversé, parce qu'il avait une tendance à faire des pieds géants à ses bonhommes. Tendance qui s'est calmée avec le temps. Ils ont des pieds beaucoup plus... Enfin, ils avaient tous des Vans de la mort, quoi, ces personnages. Ouais, mais la vanne, c'est grosse. Ouais, mais là, c'était des Vans de la mort. C'est une grosse Vans. C'est une grosse Vans. J'aime bien ta Vans. Ouais. Désolé, je vais avoir du mal. Et donc, Out There, qu'est-ce que ça raconte? Thio, je t'écoute. Alors, nous allons visiter le gentil village de Eldorado City. Yeah. Alors sans doute un joli trésor, et c'est un trésor en fait, parce que c'est une ville super calme, criminalité zéro, tout le monde est heureux, tout le monde vit ensemble dans la splendide communauté. Il y a... Très américain, quoi. Ouais, mais même plus, parce que tu vois, c'est un peu comme dans Footloose, tu vois. Hey, how are you? Voilà. Tu fais des appels en fait. J'ai pas les paroles, mais ça. Tu nous fais la petite danse aussi, ou tu tournes autour de fan? Ouais. Enfin, quand tu feras 40 kilos de moins, on pourra faire un truc. C'est sympa. Hein. C'est sympa. Non, ouais. c'est ma faute, c'est moi qui manque de muscles. On va dire ça comme ça. Ouais. Ah. Et donc voilà, c'est vraiment une très jolie petite ville. Tout s'y passe bien, tout est nickel. Au lycée, il y a forcément les gros lourds de l'équipe de foot. Qui martyrisent les tout petits qui sont trop maigres et qui peuvent pas jouer. À la vraie vie, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Il y a les tops et puis il y a les losers du lycée. Et on va s'apercevoir que si Eldorado City est un joli trésor de tranquillité, c'est pas dû au hasard. C'est qu'en fait, le conseil municipal a fait un pacte avec un démon qui s'appelle Daedalus. Et en échange justement de ce pacte, alors ils doivent donner en quelque sorte pas leurs âmes, mais en fait ils savent pas trop ce qu'ils doivent donner. Je viendrai vous demander voilà, un truc un jour. Il viendra leur demander un truc. Le pacte au top avec un démon. J'aime beaucoup ça. Et donc ils ont la tranquillité, ils ont les petits démons qui intègrent les corps des gens pour faire régner l'ordre. Sauf que des jeunes commencent à avoir des pouvoirs, des capacités, et à voir les créatures que personne ne peut voir. Ça fait un peu penser à The Faculty, sauf qu'ils sont pas sous coke. Et ils commencent à voir donc les créatures et à essayer de comprendre ce qui se passe. Et l'équipe, bien entendu, c'est l'équipe qui mêle les losers et les jeunes qui sont en place. Et donc ils n'ont pas le droit de se parler, est-ce que tu comprends? Ça se passe bien. Et on suit petit à petit cette relation entre ces personnages. En tout cas, c'est la base du premier tome. Et on imagine, et on ne sait pas encore exactement ce que veut Daedalus, même si dans le premier tome, il nous explique qu'il veut revenir en fait. Oui. Il veut utiliser Eldorado City pour trouver un accès.
Y arrivera-t-il? Et régner sur la Terre, parce qu'en fait, pour l'instant, il règne sur son monde parallèle, mais il voudrait venir sur la Terre avec ses petits démons. Y arrivera-t-il? Thio le sait sans doute, parce que lui, il a lu tous les fascicules que j'ai lus, donc il a beaucoup d'avance sur la publication de Glénat. Mais, sauf que même les fascicules ne donnent pas la fin. Donc il manque la fin. Oui. J'ai peut-être pas tous les derniers. Je sais pas, voilà, ça c'est. Faudra que je fouille dans ma bibliothèque. Mais voilà. Disons que toi, tu as lu, t'as 3 tomes d'avance, quoi, presque. C'est ça. Voilà. Moi, je les ai lus donc il y a 10 ans. J'ai relu la publication Otzer. C'est la même traduction qu'il y a 10 ans. J'ai été assez surpris. En général, souvent les traductions sont refaites. Le dessin. Revenons. Donc le dessin a 10 ans. Oui. Oui. Et il déchire, hein. Oui. Ah ouais. C'est-à-dire que déjà pour aujourd'hui c'est moderne, on va dire, hein, on est dans quelque chose. Et il y a 10 ans ça choquait un peu. Mais alors il y a 10 ans, je pense que ça devait faire tout bizarre aux gens de lire des trucs comme ça. Il y a 10 ans, je pense que ça devait piquer les yeux, mais moi je trouve que c'est excellent, quoi. Humberto Ramos a un style très caricatural avec des tronches très cartoony. Très cartoony, voilà. Sauf que là on est dans une histoire d'horreur, donc ça accentue un peu le côté. Ah mais c'est cartoony carré, quoi. Enfin c'est cartoony mais pas Looney Tunes, quoi. Enfin, on sent une influence de la bande dessinée japonaise, d'une bande dessinée très très large, et qui est assez classe de la bande dessinée argentine. D'ailleurs, il y a Carlos Meglia qui avait fait des couvertures, et il y a on retrouve un peu le ton dedans. Oui, et puis il y a un gros travail au niveau de la couleur et des éclairages. Oui, la couleur, c'est Sandra Hope qui a fait la couleur, c'est un méga beau boulot. Pour donner beaucoup de profondeur, beaucoup de 3D, on va dire ça comme ça. Relief. Beaucoup de relief au dessin, quoi. C'est très lisible, c'est très bien raconté, il y a une mise en page très efficace. C'est vraiment le truc, un peu d'action aussi. Hein, oui, c'est dynamique, ouais. C'est dynamique. Mais c'est vrai que le scénario, ça fait un peu bateau quand même. Attention, j'ai lancé une pique pour attendre la défense de Thio qui a adoré. Ça fait bateau, mais ouais, enfin, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Faut voir la cible, encore une fois. Bah, d'une part, faut voir la cible, mais il faut aussi se dire que, ok, le scénario c'est bateau, en même temps, tu vas pas non plus avoir 50 scénarios par an. Qui vont te trouer le cul parce que le mec aura eu l'idée qui n'a jamais été donnée depuis les 500 ans qu'on fait des. Pas une excuse. Non, depuis 500 ans qu'on fait des bouquins, quoi. Il y a un moment où, les scénarios, certaines idées, bah oui, elles sont déjà été utilisées, réutilisées. Mais c'est efficace. Elles sont très bien utilisées. C'est un bon bouquin, c'est bien mené. T'as des petits rebondissements que tu vois venir, d'autres que tu vois moins venir. C'est sympa. Moi, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Ouais. Et puis bon, en même temps, je suis fan de Humberto Ramos, donc du coup, ça m'a fait plaisir de le lire aussi. Toi qui connaissais son dessin de Révélation, qui est quand même quelques années de plus, hein, là on a un dessin dans Révélation, il a un style un peu plus réaliste. Un peu plus réaliste, plus, mais aussi c'est beaucoup plus sombre. Il a gagné beaucoup en finesse, je trouve, dans son dessin. Avant, dans Otzer, t'as pas beaucoup non plus de détails. Enfin, t'as des détails, certes, hein, je dis pas non plus qu'il en fait aucun. Après, il y a du détail, mais je trouve que c'est moins fin comme trait. Oui, bon, après, il faut voir aussi que Otzer, il sortait ses 22 planches par mois, tandis que Révélation, je suis pas sûr qu'il ait suivi un rythme mensuel, j'ai un doute. Non, parce que Révélation est sorti directement en tome. Ouais, mais en France, je sais pas s'il est sorti, comment il est sorti aux États-Unis. Je crois pas qu'il soit sorti aux États-Unis. Enfin, si, il a dû sortir aux États-Unis, mais je sais pas sous quelle forme. C'est un scénariste américain et un dessinateur. Oh, il doit être américain. Nous avons un doute. Si quelqu'un le sait, laissez les commentaires pour nous préciser comment Révélation est sorti. Il est peut-être sorti en France avant les États-Unis, par contre, c'est possible. Enfin bon, et oui, il a gagné beaucoup en finesse au fur et à mesure. Tu viens de jeter un lancer de crayon. Il a essayé de faire. Je suis témoin. Il a essayé de faire le tireur et de me planter un crayon dans le foie. Surtout que dans cette période, il faut surtout pas toucher au foie. Ah non, ça, c'est l'organe le plus important. C'est douloureux. Quoique là, si tu me perces le foie, il va pas se suinter encore. Donc... Bon, les madindes, on y va. Allez. Bon, non, vraiment, c'est joli. C'est joli, c'est vraiment une belle histoire. En plus, du coup, Glénat le ressort en tome. Jolie édition. Ouais, cartonné, beau. Couverture originale. Oui. Voilà. Franchement, travail d'édition. Ça peut être un beau cadeau à faire parce que c'est vraiment un comic qui n'a pas du tout vieilli. Voilà. Et moi, ça m'a fait très plaisir parce qu'il me manquait le tome 3 en fascicule, ce qui fait qu'il me manquait 2 histoires qui sont donc dans ce tome 1. Donc j'ai les tomes qui me manquaient et que les fascicules étaient un petit peu introuvables. Ah oui, ça je confirme. Un petit peu totalement. Bon, du coup, des infos sur la date de sortie de tome 2, tome 3, tome suivant. Alors, le tome 2 doit sortir janvier ou février. Ouais, février plutôt, parce qu'il y a eu du retard. Le tome 1 est sorti avec pas mal de retard, mais il devrait pas tarder
à sortir le tome 2. Bah, enfin, a priori, je pense que d'ici 2015, toute l'histoire est sortie chez Glénat. Chez Glénat. C'est pour qui ? Là, moi, je vois bien des bons ados, quoi. Des bons ados. Ouais, de l'ado. Tous ceux qui, je pense, aiment bien des séries genre Vampire Diaries au niveau de l'ambiance, ou Buffy quand c'est sorti il y a Buffy, X années. Voilà, il y a veulent moins pas le se prendre la côté, tête. Ou alors il y a moins le côté larmoyant amoureux de Vampire Diaries, Ouais. peut-être, mais plus d'action, mais on est dans le même ambiance, enfin, dans le même milieu, quoi. Ou sinon les fans de Witchblade aussi. Ouais, Witchblade. Ouais, qui pourraient, je pense, se retrouver dedans, quoi. Ouais, on est peut-être un peu dans le genre d'idée. C'était un peu C'était à la même période. époque, ouais. Ouais. On est à la fac, il y a des monstres, il y a des jeunes, c'est parti. Voilà. Tsunami. Alors, Tsunami de Pendant que c'est Piazex. Alors là, la prononciation est forcément pourrie parce que je n'ai aucune idée de comment tu prononces tout ça. Ouais. Parce que moi, TZSZ, je sais pas comment ça se prononce. Piacheck. Voilà. Chez Futuropolis. Attention, ceci est un indice. Ouais, on est un peu vendu à Futuropolis. En même temps, il faudrait qu'ils arrêtent de faire de la super bonne cam pour qu'on puisse dire du mal d'eux. Il faudrait qu'ils nous... Tu sais quoi, la prochaine fois, on leur demande de nous envoyer de la merde. Parce que oui, pour être tout à fait honnête, Futuro nous fait le plaisir de nous envoyer des services de presse, et donc... Ouais. Vraiment le plaisir. Oui, non mais le pire c'est que on vous raconte un petit peu de vie, c'est que quand on reçoit le Catalogue, catalogue du service de presse, en fait, on est donc 3 à choisir dessus Et on pleure. Et on pleure parce qu'en fait, on voudrait tout prendre parce que tout a l'air vraiment bien. Et comme on n'est pas le One A Futuropolis Club, et qu'on va pas faire que du Futuropolis, faut qu'on fasse des choix. C'est ça. Et des fois, on passe à côté de perles, apparemment, mais bon. Et c'est pour vous qu'on fait ça. Ouais. C'est l'histoire d'un gars qui veut retrouver sa sœur, qui est partie, je me souviens même plus du nom du pays. En Indonésie. En Indonésie, c'était le... Ouais, C'est en Indonésie au moment du tsunami. Voilà. Et sa sœur était partie après le tsunami. Elle était docteur en fait. Elle était docteur. C'est Elsa, ça. Elsa, et elle a disparu. Et lui, il part à sa recherche parce que ça fait des années qu'elle a disparu. Il aimerait bien la retrouver. Et on va suivre un peu son parcours, son enquête. Des années après le tsunami. 6 ou 7 ans, je crois. Voilà, Après. pour savoir où est sa sœur et pourquoi elle a disparu, qu'elle a donné plus aucune nouvelle. Parce qu'en fait, elle y est allée après le tsunami pour s'occuper des gens. Là, elle a travaillé justement pour une asso humanitaire. Enfin voilà, elle a bossé là-bas. Puis elle est partie. Elle a dit qu'elle prenait des vacances, qu'elle allait rester un peu dans le pays. Et là, silence radio et plus aucune nouvelle. Et donc son frère part à sa recherche, parce que son frère, c'est quand même pas le meilleur Indiana Jones du monde, quoi. Ben c'est le gars qui part avec son sac et qui dit faut que je retrouve ma sœur. Ouais. Mais Mais à la Déjà, base, non, il avait était réussi à sortir de son immeuble et C'est ça. parfois il allait à la boulangerie, quoi. c'est un peu ça. Puis il était tout petit quand sa sœur a disparu, donc c'est aussi pour ça qu'il part tardivement à sa recherche. Ouais, parce que sa mère est un peu dépressive quand même pour le coup. Non, Son père est mort. Donc bon. il va en apprendre plus. Et donc, on suit un peu les rencontres que va faire ce personnage un peu partout pour essayer de la retrouver. On va le voir se balader, rencontrer des arnaqueurs qui essaient de profiter de sa naïveté. Enfin, non, pas sa naïveté, il est pas naïf, il est juste... Il est juste un touriste à la base. Ouais, c'est juste un touriste de base qui sait rien, quoi. Donc, c'est pas une naïveté profonde, c'est une naïveté de la situation, on va dire. Et puis, il va sympathiser avec certains, il va se faire bien enfler par d'autres. Il va rencontrer l'amour. Et voilà. Ouais. Le scénario est vraiment très joli, très sympathique. On passe un très... Enfin bon, j'allais dire bon, mais ça reste un peu triste parce qu'on est quand même dans une recherche intime du passé, savoir mais pourquoi est-ce que d'un coup ma sœur, alors que j'étais un môme, n'a plus donné aucun signe de vie. Est-ce qu'elle est vivante ? Ne serait-ce que ça, c'est la question. Ouais. Et c'est très très bien mené, très bien écrit. On suit, enfin mais c'est surtout l'illustration qui, enfin les deux sont vraiment difficilement dissociables là pour le coup. Ouais. Thio, le scénario, vas-y. Ouais. Ouais. Tu es de retour, les enfants. Ben tu suis en fait le pays qui est en reconstruction tout en voyant les restes du tsunami et des ravages que ça a produit. Le bateau en plein milieu du village, je trouve que c'est saisissant, quoi. Il te dit, oui, il attend la prochaine vague pour repartir à l'eau.
C'est un peu l'idée. Sauf qu'en fait, il est un petit peu à 600 mètres de la mer, quoi. Ouais, mais on sait jamais. Sur une grosse marée, ça Sur une grosse marée, ça marche. Un autre tsunami. Ouais. Et voilà, tu as suivi donc les aventures du papou, parce que c'est le seul blanc. Hein, et ça fait comme une petite enquête. T'as des petits indices, tu remontes petit à petit le flux et en croisant des personnages qui ont chacun leur vécu, qui ont un passé qui est souvent quand même très très lourd. Bah, ils ont encore le tsunami, même si c'était il y a des années, est toujours là, a laissé sa marque chez tout le monde. De la même façon que le bateau est encore au milieu, il est encore en plein milieu dans la tête de chacun, j'ai l'impression. Oui, mais c'est ça. Et les gens sont toujours en reconstruction, de la même façon que le pays est toujours en reconstruction, quoi. Moi, je trouve que Tizak, il est trop fort. Il arrive à faire croire qu'il a lu la BD. Ouais, mais je l'ai lu en version ultra rapide pour tout vous dire, parce que j'aime pas passer à côté de ce genre de bouquin. Et là, même au dernier moment, on a fait un changement de programme, donc du coup, il passe au programme d'aujourd'hui, alors que c'était pas prévu initialement. Et j'avais pas du tout envie de passer à côté de ça, donc j'ai fait une lecture ultra rapide. On te le laissera. Mais j'espère bien. Et pourtant, voilà, j'ai encore plus envie de le lire que simplement en regardant la couverture, parce que bon, pour revenir 3 secondes quand même maintenant sur la partie illustration, Pierrick vous disait tout à l'heure que c'est indissociable du scénario, et quand on voit la qualité graphique, voilà, ça donne une bonne idée du scénario, de la construction intelligente du scénario, avec des actes clairement définis, je trouve, même si on glisse, et on est quand même, je trouve, sur des actes au niveau de la lecture et du décor des scènes, ville, village, machin, plage et compagnie. Et sur le dessin, c'est pareil. Donc là, tu feuillettes, on a des pleines pages de dessins à l'aquarelle qui sont juste splendides, quoi, juste splendides. Puis il nous montre des dessins de avant-après. C'est ça. Là, il nous montre la mosquée qui a tenu en fait face au tsunami, mais il nous montre les débris, enfin tout ce décharge qu'il y a devant maintenant. C'est un pur carnage. Les rues, et des dessins pleine page qui sont vraiment bluffants. Ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, quand même, il y a très peu de petites cases. On est quand même, de manière générale, quand même sur des cases très illustratifs. Ouais, c'est assez. Et puis souvent très à l'horizontale aussi. On est vraiment sur le décor, le paysage. On voit le personnage dans la situation géographique à chaque fois. Il nous a vu paradisiaque, le mec, hein, aussi. Oui, paradisiaque, mais même quand c'est de la décharge, parce qu'il y a encore les marques du tsunami, au moins on situe bien l'ambiance et ce qui peut se passer dans la tête des différents protagonistes. Il s'éloigne au fur et à mesure de l'histoire, il s'éloigne de la ville aussi, et donc il est de plus en plus dans le paradis, quoi. Il se retrouve sur une petite île qui n'a pas été touchée par le tsunami, qui a l'air trop classe. Il rencontre d'autres Français avec qui il s'entend, et puis d'autres personnes locales avec qui ça se passe pas forcément bien. Et un final surprenant. On s'attendait pas à ce que le récit aille vraiment vers là au départ. Oui, non, peut-être. C'était pas une piste exclue. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le traitement de cette piste-là. Alors, moi, j'avoue que donc je l'ai lu sous commotion, et franchement. Bon, toi, tu sortais de ton tsunami personnel. C'est ça, je sortais mon tsunami cérébral, et voilà, moi je l'avais mis au départ pour une splash, celui-là, tu vois, parce que je m'étais. Ça aurait pu. D'ailleurs, on traîne un peu dessus, c'est pas pour rien. Je m'étais régalé, voilà. J'ai trouvé qu'à la fin, j'avais même les petites larmes là qui étaient au coin de l'œil là. C'était non, je trouve que l'histoire est vraiment très très bien menée, c'est très touchant, avec beaucoup de pudeur. Même dans son traitement, quoi. Il y a pas de, il fait pas, ils en font pas trop dans ce scénario. Il sort pas les violons, quoi. Ouais, il sort pas les violons, mais pour autant, ça m'a touché. Voilà. Ouais. Ben ça c'est, au départ, là sur la lecture rapide que j'ai faite, ça m'a presque choqué, on va dire, la façon dont la fin arrive, et relativement vite. Hein, je veux dire, en quelques planches, 3-4 planches, la fin arrive. Mais du coup, voilà, ça évite de traînasser, ça évite de sortir les violons, comme tu disais, et d'en faire des caisses. C'est, voilà, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, le traitement de la résolution du livre est très intéressant, très intelligent. Oui, mais parce qu'il y a la conclusion de la conclusion après. Mais c'est la façon dont c'est fait, dont c'est géré est très beau, très intelligent. C'est intelligent aussi au niveau de la couleur, parce que là, quand on arrive sur la conclusion, on bascule au niveau du traitement de la couleur, et ça représente assez bien finalement ce qui se passe dans la tête du héros, quoi. Les dessins, les magnifiques aquarelles, hein, c'est un dessin ancré, aquarellé,
C'est splendide. C'est juste splendide. Voilà. Mais Très surtout, lumineux pour de l'aquarelle. Je me demande si pas des encres d'ailleurs, carrément, tellement c'est lumineux. Parce que pour ouais, parce que l'aquarelle, même du coup l'ancrage ne coupe pas quoi. Il est pas tranché. C'est vraiment très très fin. je pense pas que ce soit un ancrage à la plume parce qu'il n'y a pas de plein, il n'y a pas de délié. C'est vraiment du trait pour laisser de la place à la couleur en fait. Oui, oui. On est beaucoup sur la couleur et les ombres sont traitées à la couleur aussi, pas du tout en petit griffonné, petit hachuré à l'encre. C'est vraiment très beau, très délicat, très très doux. Bon, Mais voilà. c'est pour qui ? C'est trop génial. Achetez-le. C'est pour qui ? C'est pour nous. C'est pour qui la petite BD ? Comment dire, c'est pour qui ? C'est pour le Tio à sa mémère ? Non, pour. Il est fatigué. Il est fatigué. Hein. Aujourd'hui, il est fatigué. Je dirais pour tout le monde en fait, parce que ça, je pense, enfin, ouais, peut-être pas non plus les plus jeunes. À partir mais... de 18 ans, si, à partir de 18 ans. Arrêtez de dire toujours des tranches d'âge. Non, mais pas une tranche d'âge, non, mais je pense qu'il faut, tu l'offres à des personnes qui ont un petit peu une certaine sensibilité, quoi, dans le sens où, oui, tout le monde est sensible, je suis d'accord, mais il faut quand même pouvoir ressentir le truc. Bon, si vous avez perdu votre sœur, vous êtes intéressé par ce livre. Marche aussi pour votre frère. Pour ceux qui cherchent des beaux paysages. Aussi. Ça marche aussi. Bon, pour ceux qui ont vécu le tsunami aussi. Ouais, pour ceux qui aiment les aventures humaines, pour ceux qui aiment les beaux paysages, pour ceux qui aiment les films catastrophes. Et c'est Et Indiana Jones. Et Indiana Jones. Mais ouais, pas bon Indiana Jones. Ouais, bon. Et c'est chez Futuro, ça ne coûte pas 19,90 €, mais 20 €. C'est rond, c'est bien. rond. Ça évite les petites pièces jaunes dans les porte-monnaies. On a fait un classique tout à l'heure avec Valérian, on revient sur un classique qui lui aussi fait son grand retour, mais pour le coup avec d'autres auteurs. Astérix chez les Pictes. Astérix est là. Oh là là, Oh, c'est oublié vrai, celle-là. j'avais oublié la chanson. Vas-y, fais la suite. Nanana. Non, on va trouver la bagarre. Astérix est là. Ok. C'était Plastic Bertrand, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il y a écrit en très gros René Goscinny et Albert Uderzo sur la couverture, Très, mais très gros. ce ne sont pas eux qui l'ont fait. C'est écrit en tout petit, Jean-Yves Ferry au texte et Didier Conrad au dessin. Ce sont les nouveaux auteurs d'Astérix qui ont repris la BD alors qu'au départ ils voulaient pas. Je pense que après la volée de bois vert que s'est pris Uderzo avec le ciel leur est tombé sur la tête, il s'est dit qu'il était peut-être temps De passer la main. de passer la main. Et même si l'équipe a été énormément encadrée à ce que j'ai cru comprendre. Oui, ils ont été chapeautés, c'est expliqué dedans de toute façon, ils ne s'en cachent pas. Voilà, on se retrouve avec un Astérix qui se veut classique. Oui, un vrai retour aux origines. Un vrai retour aux origines. Tillac, fais-nous le résumé de cette intrigue. Bien, on va dire que c'est une trame extrêmement classique. Si Astérix chez les Bretons, c'est, on va dire, son petit frère, quoi. On a l'arrivée dans le village d'un inconnu qui arrive d'une terre inconnue, et on part en quête pour retrouver son chez lui, aller Frédéric résoudre. Donc. Ok, merci Pierrick. Frédéric Lopez, écoutez, soit il a réduit en taille, soit il a pris du poids. Et en ce moment, je pense qu'il a plutôt pris du poids. Il est plus proche d'Obélix que d'Astérix. Bon, en gros, on a un Picte qui débarque, qui est congelé dans le... Et donc, vu qu'il ne parle pas du tout la même langue, qu'il a des tatouages très bizarres, il parle la même langue, mais il a un problème, il est aphone. Oui, voilà. Alors, il parle pas la même langue parce qu'il a du mal à parler, donc ils essayent de mettre en place des signes et des machins et des dessins. Des pictogrammes. Des pictogrammes. Alors il y a tout un tas de jeux de mots, voilà. On reviendra dessus juste après. Et donc l'histoire, c'est de repartir dans le village de ce Picte et d'aller résoudre les problèmes inhérents au village qui sont en partie en lien avec les Romains, puisqu'on va dire qu'il y a deux clans qui s'affrontent et l'un des deux clans a fait copain-copain avec les Romains. Voilà. Donc ce qui est un classique dans les Astérix. C'est un très grand classique dans les Astérix. C'est pour ça que je trouvais que c'était très proche dans la construction de. Dans la construction, moi je trouve qu'on est revenu sur les voilà. Aucune recherche, de sortir du créneau. Ah non, ils se sont mis dans les pantoufles. Dans le créneau, c'est comme ça. C'est ça. Ils se sont mis dans les pantoufles d'Astérix. Mais c'est bien fait. Voilà, c'est un bon Astérix classique, mais c'est un très bon Astérix classique. Voilà. J'ai beaucoup aimé les textes. Oui. Là encore, on est de retour sur tout un tas de jeux de mots, aussi bien au niveau des personnages écossais que des personnages romains. Ils ont tous des petits noms. Ils ont tous des petits noms très rigolos. Il
y a tout un tas de confusions justement classiques dans l'utilisation de ces jeux de mots. Donc voilà, c'est du bon Astérix. On est dans quelque chose de très connu, mais bien réalisé. On retrouve les personnages qu'on aimait tels quels, avec toujours ça. les mêmes réactions. C'est ça. Les Gaulois qui veulent toujours faire plaisir à leurs femmes et qui tombent dans tous les panneaux parce que c'est les femmes qui dirigent si tu regardes bien. Ah oui. Voilà, Astérix Obélix qui s'engueule non-stop pour des conneries. Il a quand même laissé idée fixe sans rechigner. Oui, alors ça j'ai trouvé ça choquant. C'est exactement la remarque que j'allais faire. Le seul traitement que j'ai trouvé en décalage, ou en tout cas pas utilisé, c'est le traitement d'Idéfix, qui habituellement a toujours un lien particulier dans les réactions d'Obélix. Et pour le coup, là, c'est pas traité de cette façon-là. Il est même quasiment inexistant, lui, Idéfix. Mais il vient pas. Oui, c'est ça. Il fait pas le voyage, alors qu'à chaque fois qu'il a fait un voyage, justement, il l'amène de manière détournée, il le cache. C'est ça. Parce que Astérix lui dit, ouais, il est trop petit quand même pour faire un si long voyage. Et donc, maintenant il est vieux, il est fixe, en âge de chien, je sais pas combien ça fait, quoi. Mais attends, tu crois qu'Astérix, quoi, ses moustaches, elles devraient être blanches depuis, hein? C'est vrai. Le traitement graphique est très réussi. Conrad s'est vraiment mis dans les marques d'Uderzo. C'est dynamique, efficace, péchu. Il y a ce côté caricature aussi qui revient à fond. Le méchant est interprété par... je trouve plus son nom. Alex de Bellucci. Oui, Cassel. Voilà. Qui pour le coup prend la suite de son père, parce que je crois que son père a déjà été dans un Astérix. J'ai un doute, mais il me semble. Il me semble qu'un des Romains me fait penser à un personnage un gars qui fait des trucs sur Canal, dont j'ai oublié le nom. Bon, tu nous montreras le truc tout à l'heure. Voilà. Enfin, on retrouve des acteurs, on retrouve des gueules, c'est bien rendu, on trouve des jeux de mots. Peut-être Xavier François de Maison. Ouais, des petits liens avec l'actualité, mais ça reste intemporel, bourré de jeux de mots, et des trouvailles en plus qui se sont permis, qui me semblent pas auraient été dans un Astérix classique, genre quand il fait des petits dessins pour faire un résumé d'une situation, les pictogrammes justement. Oui. Ça va à 100 à l'heure. Aussi. Oui, c'est ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une bande dessinée où en 46 planches il se passe autant de choses. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on a les aventures au village, on a le voyage, on a l'aventure sur place avec découverte des personnages, rébellion, vengeance, festin à la fin, qui est traité de façon sympathique, originale et qui tient tout à fait la route, même si c'est vrai que ça fait un peu... mais oui, mais bon, on est dans les chaussures. Hein. Ouais, mais Astérix, c'est toujours des one-shots, quoi. T'as eu une aventure et c'est... C'est ça. Enfin, ce rythme était déjà avant. Il était là avant, mais c'est ça que je veux dire, c'est que on aurait pu croire que on allait retrouver quelque chose de à l'ancienne, enfin tu vois, de plus modernisé dans le traitement du rythme. Et là non, et je trouve que justement c'est très réussi là-dessus. Ouais. Pour moi, j'ai retrouvé un Astérix tel qu'il était dans mes souvenirs. Je peux pas dire, parce que les Astérix, je les ai lus il y a longtemps, donc je peux pas dire s'il est exceptionnel. Je pense que de toute façon, il ne sera jamais au niveau d'un Astérix en Corse. Ou en Hispanie. Ouais, c'était pas mal aussi. Mais en Corse, moi, bon, faut dire, j'ai vécu en Corse, donc je reconnais beaucoup de choses. Cassel, vous savez quoi, j'y repense là. Oui. Ça pourrait être dans les 12 travaux d'Astérix. C'est possible, il faudrait vérifier. Un spécialiste pourra nous le dire dans les commentaires. Ouais, les commentaires. Allez-y, amusez-vous. De mémoire, c'est dans les 12 travaux sur l'un des personnages. Et là, on va se faire flamber parce qu'on va avoir tous les fans d'Astérix qui vont nous dire oui, là, vous avez dit ça, c'est faux. Voilà. Moi, je le lis pas comme un spécialiste. J'ai lu Astérix petit. Je crois pas les avoir tous lus en plus. Non. Je pense pas. Moi, j'ai lu tous les classiques. J'ai pas lu tous ceux que Uderzo a fait seul. Il s'était pas si mauvais que ça. Hein. Bon, le Grand Fossé était exceptionnel, même si je pense qu'il y avait encore du scénario de Goscinny qui traînait derrière. Je vois le fils d'Astérix, Scheherazade, La Rose et les Glaives, ça commençait à partir un peu en sucette. Moi, je me suis arrêté au fils d'Astérix. Ouais. Et après, j'ai découvert qu'ils ont mis dans la numérotation classique des trucs comme Et la rentrée gauloise, l'anniversaire, le livre d'or, qui étaient plus des compiles de trucs d'Astérix. C'est écrit sur le menhir à la fin là, mais. Voilà. Et le ciel lui tombe sur la tête. Sans commentaire. On l'oublie. Voilà. Donc je pense que Uderzo a laissé son bébé en de très bonnes mains. Oui. Les auteurs ont peut-être encore ont pas posé leur marque entre guillemets. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est un petit peu comme Velman et Jean-Ry. Johan, pardon, sur c'est ça, mais Jean-Ry. Velman et Johan sur Spirou. Il leur a fallu quelques temps justement pour avoir un peu plus de liberté et avoir un peu plus de peps et de modernité. Mais c'est plus facile sur Spirou. Oui, mais parce qu'il y avait déjà eu des repreneurs avant. Ouais, mais je pense que justement là,
les nouveaux vont avoir, en prenant peut-être un deuxième tome, un troisième tome, on va au fur et à mesure peut-être moderniser Astérix. C'est peut-être pas ce qu'on demande non plus. Peut-être, mais dans tous les cas, moi je trouve déjà ils sont revenus sur quelque chose qui est très plaisant à lire, qui est très dense, qui m'a vraiment moi rappelé tous les Astérix que j'ai lus quand j'étais petit. Et je pense qu'avec un petit peu plus d'appropriation, ils vont peut-être faire vraiment des trucs. Tu veux un petit Kleenex, Mathieu, là? Ouais, pas des auteurs, si, ça fait plaisir. C'est pas des auteurs qui sortent de nulle part. Ferry, qui avait fait De Gaulle à la plage. Enfin, j'ai pas lu grand chose de Ferry, mais qui est un auteur comique qui est reconnu. Conrad, c'était Les Innommables, il me semble. Donc dans un style plus franquinien, là, pour le coup, en plus, Conrad, à la base. Enfin, c'est des mecs, qui ont de la bouteille, quoi. Ouais, mais justement, ça au fur et à mesure, je pense, ça peut devenir très très sympathique. À titre personnel, on va dire qu'ils ont une expérience non négligeable et une confiance dans leur travail sans doute non négligeable également. Du coup, en arrivant dans des chaussures comme celle-là, les chaussures sont pas trop grandes pour eux. C'est juste qu'il va falloir les mettre à leurs pieds. Donc là, pour l'instant, ils ont laissé les chaussures de départ. Et puis, petit à petit, ça va se mouler à leurs pieds. Et effectivement, comme disait Mathieu, il va falloir 2-3 tomes sans doute pour que ils aient aussi d'une certaine façon l'autorisation du lectorat de partir avec leurs pattes à eux. Mais je pense que c'est ce qui est attendu aussi. C'est du dans lectorat, un premier je pense temps, surtout du Uderzo parce que oui aussi ça va avec. Mais je trouve que ce qu'ils ont, en tout cas, ce qui est bien et ce que Uderzo a réussi, c'est de ne pas refiler ça à des jeunes qu'il aurait pu modeler comme il voulait. Il a des personnes qui doivent aussi avoir un petit peu leur caractère et qui voilà, c'est pas des gamins qui va pouvoir faire ce qu'il veut. Je pense que il doit y avoir du sacré débat dans le qu'est-ce qu'on fait. Déjà, c'est pas parce que c'est des gamins que tu leur fais faire ce que tu veux. Non, mais c'est plus facile. Attends, je suis désolé. Isaac, un avis là-dessus sur les gamins à qui on fait faire ce qu'on veut, hein? Tu prends un môme de 20 ans et tu lui dis tu vas faire Astérix, le môme, il se dit c'est bon, je fais un tome, j'ai plus besoin de travailler jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Bon, je te dirais que moi les miens, je leur fais faire ce que je veux. Hein. Après, il faut juste sortir la bonne cravache, quoi. Bon, on va changer de sujet, je crois. Ouais. Voilà. C'est pour qui? Ah ben là tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez faire découvrir à de jeunes enfants du Astérix, vous pouvez partir dessus parce qu'on est vraiment sur les fondamentaux. Hein. Clairement, je crois que le coach est revenu au jeu, quoi. On est revenu au jeu, aux fondamentaux, aux bases. On est vraiment dans les valeurs initiales d'Astérix et Obélix. Et donc pour les tout jeunes, ça marche très bien. Et puis pour les amoureux d'Astérix, quel que soit leur âge, vous pouvez y aller, quoi. Après, c'est plus une histoire de j'aime ou j'aime pas Astérix qu'une histoire d'âge. Je pense que même pour les anciens, ils se retrouveront plus, certainement là-dedans que dans les derniers qui étaient sortis. Clairement. Bande dessinée américaine, nous partons sur Turf de Jonathan Ross et Tommy Lee Edwards. Une bande dessinée fort originale en 2 tomes qui ont été reliés en coffret Emmanuel Proust. Ouais, dans la collection Atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Je veux déjà quand tu vois la gueule du prix, en fait, tu as la surprise à la caisse chez Emmanuel Proust. Elle est stratosphérique. Oui, 32€. Les deux petits tomes, tomes. ça fait 16€. C'est un petit peu comme The Last Day of American Crime. Voilà, ça fait mal au cul à la fin. Je trouve que Emmanuel Proust, ils abusent un petit peu sur les tarifs quand même. C'est mon avis. Oui, voilà, c'est mon avis, mais je trouve que au nombre de pages, même si c'est vrai que c'est de la qualité, hein, je suis d'accord. Mais le gros carton autour, il coûte cher. Oui, t'as un coffret à tirage limité. Ouais. Oui, c'est marqué dessus. Ouais. Quand tu le lis quand même, quoi. Bah, tu le lis quand même, enfin bon. Tu peux lire le résumé derrière. Enfin bon, voilà. Maintenant, chroniquons correctement notre... Voilà. Turf, c'est un peu un truc bizarre. Nous sommes dans les années 20, pendant la Prohibition. Et en gros, les gangs sont attaqués par un clan de vampires. Et là, il y a un crash d'un vaisseau extraterrestre qui arrive. Et donc, en gros, on a les mafieux, les extraterrestres et les vampires qui vont se latter sur la gueule. Les mafieux qui vont s'allier à l'extraterrestre qui est tombé contre les vampires. Alors là, tout de suite, vous dites... What the fuck? Ouais, qu'est-ce que c'est que ce scénario? Le mec, en fait, il avait plein d'idées. Il a dit, je vais tout mettre ensemble. Hey, on va faire Vampire versus Mafioso versus Predator. Oui, un peu Predator dans le côté de l'extraterrestre. Ouais. Voilà pour le pitch de départ. Je crois qu'on a... C'est très simple. Et donc, on va suivre une journaliste qui essaye d'en apprendre un peu plus sur les séries de morts qu'il y a dans le milieu de la mafia. Oui. Et un mafieux qui, lui, va sympathiser, voire à la limite fusionner avec l'extraterrestre qui a atterri. Parce qu'il est en train de se faire jeter. Ouais, en fait, il va fusionner avec l'extraterrestre parce que, grosso modo, il est en train de se faire tarter la gueule et qu'il va crever, quoi. Voilà. Et il va réussir à communiquer avec l'extraterrestre alors que personne ne peut parce qu'il parle l'extraterrestre. Oui. Voilà. D'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas dit sur Tsunami, c'est quand même que le gars qui va
En Indonésie, ils parlent d'un coup la bonne langue. Hein. Parce qu'il n'y a aucun problème de communication pour un mec qui est jamais sorti de chez lui. Oui, mais c'est vrai. Bon. Ouais, mais ça, c'est les champignons hallucinogènes. Ouais, les champignons. C'est les champignons. Donc voilà pour le pitch de cette série étonnante. On pourrait s'attendre à quelque chose de très mauvais, mais c'est un clin d'œil au pulp, oui. au genre, avec à chaque fin d'histoire, dans le prochain épisode, des petits résumés en début, enfin, c'est vraiment du gros pulp, pas prise de tête, bien fun, qui charque dans tous les sens. Yeah. Le dessin. Réaliste, très sombre. Oui, très sombre, Par contre, parfois un peu confus. Un peu, voilà, je veux dire un peu confus parce que les scènes de combat, en fait, manquent de dynamisme. C'est très statique. Il n'y a pas de grandes cases. J'ai pas eu cette impression, mais c'est possible. Ouais. Moi, je trouve, enfin, mon avis, voilà, c'est qu'il aurait peut-être fallu faire des plus grandes cases quand il y avait des gros fights parce que c'est en petit. Alors du coup, on a fight sur un timbre-poste, c'est pas très. Disons que ça perd un peu de sa grandeur, voilà. Et sans mauvais jeu de mots, on a. Après, ouais. on a quand même des personnages qui sont intéressants. J'ai trouvé ça très drôle les traductions enfin le doublage du majordome vampire. Oui. Qui donc du coup en français parle avec un accent. Mais un accent à couper au couteau, quoi. Oui, ils sont éclatés avec les accents, c'est du mal à comprendre. Enfin, ils jouent vraiment sur les clichés, sur les vampires, c'est des vampires tels qu'on les connaît. Ils montent leur armée de vampires pour fracasser les mafieux. Il y a le grand ancien qui est caché mais qui va revenir. C'est ça. Et puis en plus, les vampires quasiment ne se cachent même pas. Hein. Ils sont arrivés dans la ville, ils ont acheté la plus grande maison. Ils commandent des centaines de femmes pour boire leur sang. Ils commandent même du sang directement. C'est trash, c'est gore. Mais c'est les années 20, c'était facile, tu comprends. Ouais, c'est à pleine prohibition, donc nickel. Ouais, il y a les réseaux pour faire passer les choses en contrebande existent, hein, c'est plus facile. Voilà. Donc, c'est vraiment plaisant, étonnant. C'est Turf, chez Emmanuel Proust. Quelque chose à rajouter ? C'est pour qui ? Alors, ouais. je vais juste donner mon avis, moi qui ne l'ai pas lu, qui ne fait que le feuilleter, là. Moi, le dessin ne me botte absolument pas. Moi, j'adore ce type de dessin. Et la taille des cases, comme disait Mathieu, est tellement réduite. Alors, dans le tome 2, j'ai l'impression que ça s'agrandit un poil. Mais un petit poil. Hein. Dans le micro, s'il te plaît. Oui, pardon, mais ça s'agrandit un peu, mais alors un tout petit poil. Mais ouais, de manière générale, ça manque de dynamisme. Et voilà, la taille des cases n'y aide pas. Et après, voilà, le dessin, on adhère pas. Hein, pied. Moi, c'est le genre de dessin que j'adore. Hein. Ça colle bien à l'histoire. Il y a un côté sombre, gore. Je pense que le dessinateur marcherait très très bien dans un style horreur réaliste. Enfin, pour moi, c'est du dessin que je trouve très efficace. Alors, je vais moduler un tout petit peu. C'est que le dessin sur la partie gangster et éventuellement sur la partie vampire, je peux y adhérer, on va dire. Sur la partie extraterrestre, non. Ouais, ça. Zéro pointé. Ah ouais. Non, moi, à mon sens, hein. Moi, je trouvais que justement, il y avait une réussite avec ce côté extraterrestre où il a réussi à pas être dans les clichés de l'extraterrestre, à nous montrer vraiment une créature qui vient d'ailleurs et on sent qu'elle vient d'ailleurs, non, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi, justement, le traitement de l'extraterrestre. D'ailleurs, c'est le truc le plus original de cette BD, en fait. C'est le traitement de l'extraterrestre qui est original, alors que tout le reste est très classique. Je trouvais que ça marchait bien. T'as un petit passage aussi alors c'est un vieux film des années 80. C'était Enemy Mine, je crois. C'était avec. Ah, je ne vois pas. C'est un combat spatial où il y a en fait un terrien qui se retrouve avec un extraterrestre sur la planète et en fait ils deviennent potes. Ah, c'est un remake d'un vieux film de Kurosawa, je crois. Ah, je sais pas. Non, de Borman, je crois. C'est Borman qui a fait enfin ce bon. film. Excuse-moi, mais cette planche-là. Ah ouais, non, moi ça me va. Là, cette planche-là à droite, là. Ouais, moi ça me va. Écoute, tu tournes la page, tu regardes celle de derrière voilà. et. Bon, non, mais c'est une question de goût au niveau des planches. Pour qui donc ? C'était un film avec Dennis Quaid. Oh, la classe. De 85. Mais c'était un très bon film, très sympa. Mais tu es quinquagénaire, toi, non ? Ouais. T'es un quinquagénaire. C'est parce qu'il a connu 5 quinquennats. J'avais 8 ans à l'époque, là-bas. Donc, pour qui ? Tu vas me le dire à la fin ? Pas pour moi.
bah écoute, pour ceux qui aiment le pulp, qui aiment un petit peu les années 20, ces années voilà de la prohibition. Puis le Z aussi, ceux qui aiment le Z. Ouais, pour les fans des Incorruptibles. Gros mélange qui part dans tous les sens. Ouais, Donc, par contre, c'est vrai que c'est ça pour le coup, c'est un gros mélange. Il y a un gros mix de tout et. Moi, années 20, ça va. Vampire, ça va. Gangster, ça va. Mais Capitaine Flamme qui débarque là, si tu veux, j'ai un peu du mal, quoi. Non, mais c'est ouais bon. Voilà, le seul défaut quand même, c'est que même si l'histoire est bien, même si c'est un gros mélange et que c'est intéressant, le prix est très trop cher. Oui, le prix fait un petit peu mal derrière. Sachant que ça t'aurait coûté moins cher si t'avais acheté les 2 tomes séparément. Préparation Voilà. H. Préparation H. Classe. C'était la veille de Noël et une pauvre petite fille était seule et abandonnée. Ses parents étaient décédés il y a peu et elle traînait dans la rue. Triste et malheureuse. Heureusement, une jeune femme arriva et vint la chercher. « Bonjour, petite fille, tu as l'air fort malheureuse et tu sembles manquer de nourriture. Si tu veux, je peux t'emmener dans un endroit magique où il y aura plein à manger. » La petite fille sembla intéressée et accompagna la jeune dame. Elle se retrouva dans un endroit merveilleux où tout était beau, les décors magnifiques, le paysage fantastique, plein de jeunes femmes dans de superbes vêtements, très légers certes, mais de très jolis vêtements. Elle se dit « Oh, si je pouvais être aussi belle qu'elle !» La dame lui dit « Eh bien, pas de souci, je t'offre des vêtements qui te permettront d'être une princesse et une merveille. Par contre, parfois, certains jeunes gens viendront te voir, plus ou moins jeunes d'ailleurs, et te demanderont de les ôter. C'est là que tu auras suffisamment à manger. » Alors, nous allons vous parler de Chimère 1887. Viens petite, on va te donner à manger. J'ai tenté un conte de Noël, mais c'est vrai qu'il est très difficile de parler de cette bande dessinée sans partir dans l'horreur, le gore, le malsain. Et pourtant, les le auteurs... graveleux. Alors Ouais. c'est la grosse peur qu'on avait en commençant. Voilà. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Et pourtant, les auteurs ont réussi quelque chose Tu nous as d'assez pas- fort. Oh, j'ai trouvé le HS. Voilà. Il nous chante Tino aussi. Ouais, on va voir ça. Et les yeux levés vers le ciel. Et donc, à genoux, nous les avons donc petits Chimère enfants. 1887. À genoux, les petits enfants, c'est moche. De bande dessinée de Christophe Pelinck, aussi connu sous le nom de Scotch Harleston, donc scénariste de L'Enfeuse de Troie et de toutes les séries de Troie, quasiment. Co-scénarisé par Mélanine. De Léo Loden aussi. Oui, Léo Loden aussi. Par Mélanine, qui donc, elle, a longtemps travaillé pour les éditions Soleil, et qui était co-scénariste de la BD Les Geeks, avec le parti gang. du gang. Voilà, et dessiné par Vincent. Que nous raconte cette bande dessinée Chimère ? Eh bien, nous allons suivre la vie de la jeune Chimère qui se retrouve dans un bordel. Non. Un bordel classe. Non, dans une maison close de luxe. Oui, en 1887 donc. Sauf que elle est assez jeune, elle a 12 ans, hein, je crois. Un truc du genre, hein. Voilà, et tout de suite on se dit, ouais, super, on va parler d'une histoire de maison close avec une gamine de 12 ans. Ça va être difficile. Le sujet est très délicat, je trouve. Et pourtant... Oui, c'était la peur qu'on avait au début en se disant que ça pourrait très vite tomber dans le malsain graveleux. Limite, on pourrait retrouver des passages de notre épisode 69. Oui. Non, en fait, pas du tout. C'est très bien traité. Alors c'est chez Glénat, Scott Charleston a décidé de reprendre son vrai nom qui est Christophe Pelinck pour l'occasion. Je pense que c'était pour se démarquer de toutes ces bandes dessinées de rigolades franchouillardes, rigolotes et d'aventures qu'il fait à côté, pour montrer qu'il avait aussi d'autres cordes à son arc. Peut-être aussi pour laisser de la place aux autres personnes sur la couverture. Sur la couverture, donc Mélanine qui est aussi co-scénarise et qui, je pense, apporte le recul nécessaire à un traitement féminin difficile, parce qu'on parle quand même de prostitution enfantine, et c'est un sujet joyeux. Vous savez, nous pour Noël, pour les fêtes, on vous parle de prostitution enfantine, on est vraiment des gars sympas. Voilà. Et donc elle va rejoindre cette maison close, sauf que cette jeune chimère... en fait, n'est pas très naïve, justement, pas du tout. Elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait bien où elle est, et elle va décider de tenter de l'utiliser, sachant que son objectif, c'est quand même
elle a une dette qu'elle doit payer en ayant des clients et des clients influents. Parce que mais on sent quand même dès le départ que cette gamine, au-delà du fait de savoir où elle est et d'arriver à en jouer, elle veut jouer des codes et des charmes de la gent féminine pour un objectif que nous ne connaissons pas au départ. Ce n'est pas une jeune fille innocente, c'est surtout ça. En gros, elle a 12 ans, mais elle a une vie tellement galère que... C'est ça, parce que dès le début, même le jour de sa vente, on sent déjà qu'elle a compris beaucoup de choses. C'est ça, on n'est pas loin du loup de Wall Street quand même. Hein. Oui. C'est vrai. Elle veut en gros, elle gère pour être vendue, elle, au meilleur prix, pour gagner un maximum d'argent, pour que sa dette, elle le moins longtemps possible à la payer. C'est ça, elle négocie tout de suite avec la tenancière que si elle arrive à faire grimper le prix au-delà d'une certaine somme, bien la différence sera déduite de ce qu'elle doit. Sachant que ce qu'elle vend, c'est sa virginité quand même. Un détail. C'est classe. C'est classe. Et au milieu de tout ça, on a plein d'hommes influents parce qu'on a la construction du canal de Panama. C'est cela même. Et en gros, c'est un peu la loose, c'est un peu la galère, les travaux durent longtemps, et il y a un peu des manipulations pour savoir... Politique, espionnage. Il y a du jeu d'influence derrière. Et bien entendu, tout se fait dans les coulisses, c'est-à-dire dans la maison close. Et donc on suit en parallèle l'évolution de Chimère dans la maison close. Là, on a les 3 tomes qui sont parus. Dans la maison close, comment est-ce qu'elle essaye de prendre de l'influence et comment elle se retrouve confrontée et mêlée à des complots avec meurtre, espionnage et tentative de manipulation. Oui, plus les jeux autour du canal de Panama entre les Français et les Américains, où les Américains essaient de récupérer les droits du canal, alors que ça appartient aux sociétés françaises qui sont en manque d'argent. Parce que c'est un projet pharaonique, mais aussi parce que les Américains en profitent pour mettre en place tout un tas de pièges, tout un tas de destructions, pour faire prendre du retard au maximum au projet. Et voilà, donc il y a tout ce jeu de complot derrière, auquel Chimère va être bien malgré elle mêlée, alors qu'au départ c'était pas forcément son but premier. Mais elle arrive très bien à en jouer. Donc pour le moment, c'est assez bien construit. On a un premier tome qui nous raconte son arrivée dans la maison close, comment est-ce qu'elle y prend sa place. Toutes les histoires de complot sont vraiment en arrière-plan. Dans le deuxième tome, ça commence déjà à prendre beaucoup plus d'importance. Le deuxième tome finit d'ailleurs sur une scène de meurtre, et on se demande comment est-ce que ça va être géré derrière. Ils en profitent pour nous montrer d'autres lieux de Paris, de l'époque, là où on mettait les fous, les hystériques. Oui. Et c'est très sombre, c'est très glauque, c'est très très noir. Franchement, voilà, on a choisi ça en truc de Noël, mais en plus Chimère, justement dans le passage à l'asile, elle fait quand même très peur. Hein. Oui. Parce que on se dit la pauvre et tout, elle va se retrouver au milieu des fouilles. En fait non, je pense que c'est elle la plus psychopathe de tous, quoi. Ah oui, c'est un monstre cette gamine. On la prend pas longtemps en pitié en fait. Vraiment pas longtemps. Mais en même temps. C'est justement ce qui évite un traitement graveleux et un aspect dégoûtant qui aurait pu apparaître très vite vu la situation à laquelle elle est confrontée. Vu qu'on nous montre quand même une jeune fille qui est très très débrouillarde et très très forte, bien malgré les aventures et mésaventures sexuelles, on va dire, auxquelles elle est confrontée, ça passe très vite au second plan. Et finalement, ce qui nous dérange le plus, ce qui peut être le plus glauque dans l'histoire, c'est plus les conditions de vie. C'est plus les conditions d'action, la vie de la classe populaire à cette époque-là, les soins qui peuvent être prodigués aux gens et aux jeunes femmes qui doivent avorter notamment, etc. Toutes les conditions de vie, donc comme tu le disais, dans les hospices et les maisons, les asiles, voilà, tout ça est très glauque et voilà, c'est le côté misérable, on va dire. Cet aspect-là, on est à peu près dans les mêmes époques d'ailleurs que Victor Hugo. C'est la fin 87, on est sur la fin de vie. Donc on est vraiment dans cette même époque que les Misérables, et c'est plutôt ça en fait qui est dur dans le bouquin, moins l'aspect sexuel. Et on a une mise en avant des personnages secondaires aussi. On a tout un panorama de personnages secondaires vraiment bien traités, qui sont sympathiques, parce qu'on voit qu'il y a aussi des guéguerres dans la maison close, des gens qui s'entraident, des gens qui s'aiment pas. Je trouve que la façon dont est racontée la maison close est
plutôt bien foutu, tout en subtilité, et on va maintenant pouvoir peut-être parler du dessin, sans jamais de gratuité dans la nudité. Ça reste très soft, et très, on va dire, je dirais pas grand public vu les thèmes abordés, hein, mais... c'est légèrement teinté d'érotisme. Voilà. Oui, puis il n'y a pas de sexualité gratuite. Hein. Voilà, clairement, il n'y a pas de choses racoleuses, il n'y a pas de planches ou de vignettes racoleuses dans l'histoire. Hein. Et puis il y a rarement de la nudité érotique, justement. On voit souvent de la nudité, mais c'est rarement érotique. C'est juste parce que c'est comme ça. C'est ça, ça sert le scénario à un moment donné, et il se passe quelque chose dans une chambre à un moment donné, mais c'est pas montrer de la nudité pour montrer de la nudité. Voilà. Donc, un sujet très casse-gueule, un traitement plutôt bien foutu. Déjà, le scénario, vous, est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous êtes rentré dans l'histoire ? Pour avoir lu du coup le pitch au départ, j'étais bof, j'avais un peu des craintes vis-à-vis de ça, et vis-à-vis du scénario et comment il serait traité, ça se lit très très bien, et l'intérêt de l'histoire vraiment passe... c'est plutôt l'intrigue politique, les rebondissements qui vont être faits sur la vie de Chimère et tout ce qui entoure en fait finalement bordel, la vie d'un bordel. C'est la vie du bordel, on s'en fout, mais tout ce qu'il y a autour est vraiment super intéressant et c'est très bien mené. Là, je suis au 3e. On avait lu les 2 premiers d'un coup, on a eu le 3e qui est venu juste après. Et j'attends la suite parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer au niveau des personnages et de la suite qui va être donnée aux différentes intrigues qui ont été mises en place. Alors, un petit clin d'œil facile quand même, j'ai trouvé scénaristiquement, c'est le clin d'œil à Jack l'Éventreur qui est fortement sous-entendu. Oui, mais ils en font pas des caisses non plus, quoi. Voilà, mais j'ai trouvé ça un petit peu lourd par rapport à justement la finesse qu'il peut y avoir dans le reste de l'histoire. Je trouve ça un peu lourd, mais sinon, c'était pas nécessaire de faire de référence à Jack l'Éventreur en fait. Oui, c'est sûr. Enfin bon, ça reste un détail dans l'histoire, ça prend pas de place, quoi. J'ai un peu les mêmes remarques que Thio, à la différence près que je n'avais pas lu le pitch avant de commencer à lire. Et du coup, ça surprend un petit peu au départ, et on a vraiment, j'ai ressenti cette crainte de glissement vers du graveleux. Et en fait, ça disparaît très vite et on est très vite pris par les différentes intrigues, les différentes pistes qui nous sont proposées, les différentes histoires parallèles qui existent dans ces 3 tomes. Et oui, ça donne très vite envie de lire la suite. Très très vite, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau du dessin, il y a beaucoup de plaisir. Tu es surtout, excuse-moi, de plonger dans le Paris de l'époque, oui. Parce que le Paris de 1900... Voilà, j'avais pas trop de connaissances dessus et c'est assez intéressant de voir. La Tour Eiffel qui est en train de se monter. La Tour Eiffel qui se construit, donc de l'ESSEF qui essaye de faire le canal de Panama. Le peu de connaissances qu'on a finalement sont vite retrouvées là-dedans. On retrouve vite nos marques et c'est agréable d'avoir cette plongée dans l'univers des Misérables sans pour autant se fader les 800 et quelques pages du bouquin d'Hugo, quoi. Et puis les personnages secondaires, ont tous un peu un mystère, un secret qu'on a envie de découvrir. Comment ils s'en sont arrivés là, comment est-ce qu'on est arrivé dans cette situation-là. Il y a un vieux qui bosse dans la maison close, qui est un peu le factotum. Ouais, c'est ça. On se demande il a un petit côté Père Noël, je trouve. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a aussi un côté, et vous allez me dire si ça vous... Princesse Sarah. La pauvre petite qui devient copine avec le gars qui bosse à la sécurité. Ouais, mais enfin, Princesse Sarah, le problème c'est que Princesse Sarah était quand même très naïve. Et puis c'était une vraie pusher, Princesse Sarah. Elle, c'est pas du tout une pusher. Ah non, pas du tout. Non, attends, Princesse Sarah, c'était pas une vraie pusher. Elle est arrivée, elle était de la haute et tout, avec sa poupée, sa maison de poupée. Tout le long, c'est une pusher. Il m'arrive ça. Oui, non, mais voilà, mais c'est ça. Sauf que Chimère, elle est pas du tout naïve comme Princesse Sarah. Il m'arrive ça, t'inquiète pas, je te réserve un chien de la chienne. Y a pas de problème, mon grand. Fais-moi ça encore une petite. T'inquiète pas. Tu m'as cogné même pas mal. Vas-y, remets ça encore une couche. Le dessin. Très beau. Je t'avais fait la remarque, Pierrick, au début du 3e tome de mémoire, il y a quelques planches où le dessin est en dessous du reste. Mais alors je ne sais absolument pas pourquoi, et c'est un petit peu étrange. Ça dure 2-3 planches, je crois, je ne sais plus. Mais après on revient très vite sur une très jolie qualité. Et, voilà. Au début de ce tome 3, l'ancrage, les traits de contour sont plus grossiers, sont plus épais. Et ça dessert franchement la finesse de toute l'histoire et de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent.
Mais après, on revient sur quelque chose de très joli et de très fin. Et un travail sur les costumes, les costumes, les bijoux, Les sur décors, c'est qui très, est vraiment très c'est joli, très très fouillé, en ouais. finesse. Ouais, c'est très fouillé. C'est beau en fait à ce niveau-là, c'est Très vraiment bien, très ouais. sympathique, c'est bien raconté, ça tient la route. Un style pas très réaliste, hein, on est entre du cartoony et du réaliste, un peu sombre. Ça me fait penser à certains moments un peu du Forster sur certains points, pour ceux qui connaissent. Ça tient la route. Enfin, globalement, c'est une bande dessinée qui fonctionne plutôt bien. Oui, ça fonctionne très bien. Ouais. Et puis, ouais, on se laisse vite prendre au jeu. Les quelques images de nudité, finalement, n'ont absolument rien d'érotique dans l'histoire. Quand on est dans une scène de discussion entre deux prostituées et qu'elles ont effectivement, pour l'une, une jarretière, pour l'autre, les seins à l'air, c'est juste que c'est le costume normal du personnage et sans plus, quoi. Quelques scènes d'orgie aussi. Oui, mais voilà, là aussi, il y a vraiment absolument rien d'érotisant. Oui, parfois même, c'est le côté glauque qui est accentué. C'est ça. Mais voilà, du coup, c'était très intéressant et on se laisse vite prendre au jeu. C'est pour qui? C'est dur. Ça, c'est une question compliquée. Ça, c'est une vraie question compliquée. Pour des jeunes filles qui ne savent pas quoi faire de leur avenir. Ouais. Disons qu'avec les dernières lois qui sont passées, ça va être compliqué de leur expliquer qu'elles peuvent le faire. Non, mais ça va relancer l'économie française. C'est ça. Ouais. Non, je pense que voilà pour l'association qui militait pour la réouverture des maisons closes. Ouais. Moi, je dirais tous ceux qui aiment les intrigues historiques et entre personnages. Voilà, il y a une vraie recherche, de vraies enquêtes, quoi. Ceux qui aiment la petite histoire derrière la grande. C'est ça. Voilà, il y a de ça. Donc Chimère 1887, c'est chez Glénat par Pelink, Mélanine et Vincent. 3 tomes déjà. 3 tomes déjà. Je sais pas combien sont prévus, on attend la suite. Le 4e, je pense, paraîtra en 2014, étant donné que celui-ci est sorti fin 2013. Voilà. Peut-être même 2015, parce que ça peut être long et lent. Ouais, 2014, on peut espérer. Et puis, beaucoup de finesse dans un sujet très casse-gueule, et on va laisser la parole à Matt Manga. Carte blanche à Matt Manga. Bonjour, ça fait un moment qu'on t'avait pas entendu. Eh ouais, comment ça va? Ça va très très bien, comme tu peux le constater en écoutant nos émissions. Donc tu vas revenir nous parler d'un manga, tu vas nous parler d'un truc, en fait je sais pas du tout ce que c'est, et ça s'appelle Rebirth. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, c'est un manhwa, déjà. D'accord. C'est coréen. Et ça s'appelle, le nom complet, c'est Rebirth, The Lunatic Taker. Donc, c'est un manhwa qui se passe dans une ville japonaise sans histoire, où dans cette ville, il y a beaucoup de suicides, il y a une vague très étrange de suicides, et il y a une légende urbaine qui dit que c'est à cause de mystérieux objets de grande valeur abandonnés en pleine rue. Donc on suit en fait l'aventure de Reiji, qui croit pas du tout en cette histoire, et de sa sœur Akaya. Et un jour, ce Reiji tombe sur un de ces objets au sol, et au moment où il le ramasse, quelques minutes plus tard, un voleur à la tire essaye de fuir dans la rue et le tue. Et au moment où il meurt, il entend une voix qui lui parle dans sa tête et qui lui demande de faire un pacte s'il veut vivre. D'accord. Juste comme ça, tu as dit que ça se passait au Japon? C'est un fumble de ta part ou... Non, c'est pas un fumble. Donc c'est un manhwa qui se passe au Japon. Tout à fait, oui. C'est écrit par 2 Coréens et ça se passe au Japon. D'accord. Donc vas-y, poursuis. En fait, j'ai dit 2 Coréens. Donc il y a un scénariste qui s'appelle Lim Dal-young et un dessinateur qui, lui, s'appelle Lee So-young. Donc en gros, le pitch de base peut paraître très basique, mais en fait c'est clairement voulu. Il y a une volonté derrière. C'est pour pouvoir poser très rapidement les bases des personnages, de l'histoire. En fait, il s'avère que l'objet lui a rendu la vie, mais il possède un total de 10 vies. Il va perdre une vie tous les jours, et le seul moyen de rester vivant, c'est de tuer d'autres possesseurs d'objets maudits pour récupérer leur vie et ainsi survivre. D'accord. Donc voilà, le pitch de base est, comme je disais, très simple, mais en fait c'est pas ça l'intérêt.
tout l'intérêt du manga, en fait, pour moi, c'est l'environnement et l'ambiance qu'ils arrivent à poser. En fait, Ayaka, la grande sœur de Reggie, est une grande sœur très 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 protectrice, voire même très possessive. Et pour protéger son petit frère, elle est prête à tout, quitte à elle aussi mourir et faire partie de ce monde empli de violence. Et à déchirer ses vêtements quand elle se bat. Oui, alors ça c'est le dessinateur. Non, mais je veux dire, c'est un sacrifice que la sœur est prête à faire pour son frère. Ouais, mais j'y reviendrai un cher peu en plus fringues tard. à la fin. Ah, ça doit coûter très très cher en fringues, c'est clair. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard, ça. En gros, pour parler du scénario et de l'ambiance qui est donnée, c'est en fait un monde qui est justement très violent parce que les takers, donc les gens qui ont ces objets qui leur donnent des facultés spéciales et surtout le fait de pouvoir rester vivant et avoir une régénération supérieure, tout ça, machin. En gros, on va dire qu'il y a différentes modes de fonctionnement de ces gens-là qui vont chercher des proies faciles, qui vont pour pouvoir survivre. Il y a un gros travail sur la psychologie des gens qui vont présenter un visage et puis qui face à la mort vont potentiellement changer complètement de comportement parce qu'ils sont effrayés. Et surtout la sœur qui possède des facultés innées impressionnantes, qui n'hésite pas à essayer de tuer les gens qu'elle a en face d'elle parce que pour elle ça fait partie des règles, etc. Et qui a une psychologie qui est très très sombre et très très bizarre en fait. Et en fait tout du long du bouquin, on voit l'évolution entre Reiji, le petit frère qui lui est le bon héros de shonen. Donc du coup, il veut toujours trouver une solution à l'amiable, etc. Il est complètement perdu au milieu de ce monde-là. Et sa sœur qui, elle, petit à petit sombre un peu dans le côté obscur pour protéger son frère au début. Et après, plus on creuse, plus on se demande, quoi. Là, moi, tel que tu me le décris, c'est vrai que ça fait très shonen, mais c'est classé en seinen sur le site de l'éditeur français Doki Doki. Doki Doki, oui, c'est un seinen parce que c'est très très violent. En plus, il y a un côté fan service qui est non négligeable, mais ça, le dessinateur, c'est le même qui fait Freezing, qui fait Onihime Versus, et chaque fois qu'il y a un Freezing, combat, j'ai juste vu sur le site de l'épisode une couverture et je me suis dit qu'il y avait un truc bizarre. Ah, mais il est fan des combats où les demoiselles finissent. Non, mais là, il y a la couverture du tome 18, c'est pas qu'elle a des soutiens-gorge, c'est qu'elle a une paire de buts plus gros que sa tête, c'est même pas réaliste et crédible, en fait, tellement c'est énorme. Ben, voilà, quoi, c'est le ce scénariste, ces dessinateurs-là, mais là, pour le coup, de ce que j'ai pu voir de Rebirth, c'est quand même moins exagéré et moins fanservice. Ça l'est quand même, fanservice. Bon, après, ils se battent au cutter à deux mains, j'ai pu voir. Pas que, non, c'est là, je t'ai montré 2-3. J'ai vu sur le site de l'éditeur. Alors, sur le site de l'éditeur, Doki Doki en France, on peut avoir un petit extrait. Et apparemment, donc, chaque artefact est un peu particulier. Donc, le héros trouve des bracelets. Mais là, apparemment, il y en a qui avaient un cutter géant, qui devient géant. Enfin, s'il y a une sorte de côté outrancier un peu rigolo, est-ce qu'il y a un second degré dans ce côté humoristique, enfin une sorte d'humour quoi quelque part? Si de temps en temps il y a de l'humour, le côté un peu aussi fanservice permet de ramener un petit peu de légèreté dans le récit, mais c'est clair que petit à petit on arrive sur un côté très très pesant. Il y a aucun gentil, c'est tous plus ou moins des pourris, même le héros, il est moitié en train de péter une durite au fur et à mesure de l'histoire. Bon,
Moi, j'ai vraiment bien aimé parce que justement, il y a ce côté graphique qui est très très beau. Bon, j'ai pas encore parlé du dessin, mais c'est un dessin qui est très efficace et qui est très beau. Tu vois la psychologie des personnages très rapidement, rien que par leurs expressions, les yeux qui switchent d'un moment à un autre, où tu sens que là, ça y est, la personne est passée de l'autre côté et est devenue complètement berserk, quoi, quasiment. Ouais. Il y a un petit côté humoristique, de temps en temps un petit peu de super déformé. Voilà, il y a pas très exagéré le super déformé, mais il y a des moments où oui, tu sens le côté ouais, voilà, le côté humoristique avec une pointe de super déformé. Oui, je Là, confirme. je regarde sur les pages du premier tome, on voit la jeune fille qui est en train de dormir sur la table. Ça fait super déformé. C'en est pas exactement, hein, mais c'est vrai qu'il y a un air très caricatural dans les têtes des personnages. Voilà. Après, c'est une série qui est finie en 7 volumes. Pas beaucoup. Pas beaucoup, avec une fin tellement ouverte que pendant un bon moment, j'ai attendu patiemment le 8e volume. Parce que Ah oui. oui, c'est la critique générale qu'on est faite, c'est que certains ont cru que c'était la fin du prologue et pas simplement la fin de la série, quoi. Et le défaut que tu trouves, c'est que la fin est un petit peu bâclée. Alors, non, la fin est pas bâclée parce que ce qu'ils veulent, le but de cette histoire, c'était clairement de raconter la relation entre les deux personnages principaux, le frère et la sœur, et montrer jusqu'où était capable d'aller la sœur pour son frère. Donc ça, dans cet esprit-là, c'est terminé. Mais après, ils laissent tellement de choses ouvertes et tellement de pistes qu'ils avaient posées et un monde tellement Oui, ils ont développé un univers. ils ont développé un et univers et ils sont pas quoi. allés au bout. Voilà, exactement. Ils sont pas allés jusqu'au. Il y a plein de choses qui sont à traiter, à terminer. Ils pourraient faire. Est-ce que c'est pas mieux justement d'avoir laissé, de pas être allé au bout de l'univers pour justement éviter au bout d'un moment de faire du remplissage, quoi. Non, parce que la piste qui laisse ouverte, elle est tellement intéressante que ils auraient pu faire 2-3 volumes de plus. Si ils avaient pris parce que c'est vrai que très rapidement on est dans l'esprit, on est dans l'ambiance, on est dans l'énergie, on est dans l'histoire et on est accroché très très vite. Moi, je sais que dès le premier volume, je me suis dit waouh, si c'est tout le temps comme ça jusqu'au bout, c'est effréné. Et en effet, c'est comme ça jusqu'au bout. Mais justement, ils auraient pu faire 2-3 volumes pour clore les pistes qu'ils ont ouvertes et surtout la piste qu'ils laissent ouverte à la fin, quoi, où tu te rends compte que le personnage de Reggie a évolué, a pris sur lui, est devenu très adulte, est devenu, tu te dis, mais j'ai envie de savoir, voilà, j'ai envie de voir cette conclusion-là et il te la donne pas, quoi. Mais Il y a du sexe dedans en plus. non. Non, il n'y a pas de sexe, on va dire c'est du eki, mais il n'y a pas de sexe dedans, non. D'accord. C'est très... je suis tombé sur une page en faisant des recherches dessus. Il y a rien de... c'est pas du hentai, c'est clair, mais bon, c'est... Non, on va dire que tu trouveras plus de sexe dans un Enfer et Paradis que là-dedans, quoi. D'accord. Des déclinaisons autres que en manga? J'avais cru voir passer un teasing sur une version animée, mais j'ai pas cherché s'il était sorti. Je sais qu'il s'était dédié à Freezing parce que l'animé est sorti justement, mais pour celui-là, je crois que non, sur Rebirth, j'ai pas en tête. D'accord. Donc ça s'appelle Rebirth. Alors ça s'écrit en 7 RE2.Birth. Voilà, exactement, parce que de Rebirth, tu vas en trouver plein, dont une histoire de vampire qui s'appelle Rebirth, dont plein de choses, quoi. Faut taper The Lunatic Taker, ça aide. Voilà. C'est de Lim Dal-Young et de Lee Soo-yeon, Ouais. chez Doki Doki en France. 7 tomes à 7,50€ l'un, c'est terminé. Eh oui. Eh ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir de te réentendre dans notre émission. Oui, et puis il va falloir que j'arrive à trouver comment m'organiser pour être un peu plus présent, parce que c'est vrai que ça m'avait manqué. Bah ouais, tu nous manques. Voilà. Ah, tu vas me faire nous pleurer. manques. Voilà, vas-y. Ah ouais, des larmes. Ah, ça serait cool. Ouais, je suis comme ça. Allez, ciao, merci beaucoup. Allez, ciao, salut. Online. Je vais vous parler de His Faces All Red. His Faces All Red, qui est une bande dessinée de
His Face d'ailleurs, pas Faces, je sais pas quoi, de Emily Carroll, une bande dessinée vraiment très sympathique, complète, que vous pouvez trouver sur son site. Les liens sont sur le site de La Voix des Bulles, si j'oublie pas de les mettre. Qui nous raconte, ça commence, on voit un gars qui apparemment est dans une taverne, il y a une fête, les gens sont en train de boire, il est en train de dire qu'il est en train de regarder son frère, qui est quelqu'un au top, sauf qu'il y a un gros problème. On dirait son frère, il rit comme son frère, il est habillé comme son frère, sauf que il a tué son frère. Et à partir de là, il nous raconte l'histoire qui amène pourquoi est-ce qu'il a tué son frère, et quel est donc ce mystère, pourquoi est-ce qu'il est encore là. Donc c'est une histoire courte, vraiment très prenante, avec un dessin que je trouve vraiment très joli, c'est très bien conté. Ça utilise pas beaucoup les possibilités du numérique, sauf vers la fin, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fin, on a une longue série de planches. Et au bout d'un moment, il y a Next pour aller à la planche suivante. Et vers la fin, il commence à avoir juste une case. Il faut cliquer sur Next pour voir ce qui va se passer, et ainsi de suite. Donc ça joue un peu là-dessus pour nous faire le suspense. C'est vraiment très sympa. Il y a d'autres BD d'Emily Carroll sur son site. J'ai pas eu le temps encore de les voir. En tout cas, moi, ça m'a donné grandement envie. Tu as juste regardé l'intro et tu en as pensé quoi ? Ça a l'air vraiment bien. Et là, du coup, je suis en train de lire les pages suivantes. Mais les graphiques sont très sympas. Ça met vite dans l'ambiance. Très peu de texte, mais bien. Non, franchement, ça a l'air sympathique. Texte en anglais, voilà. Oui, je précise, c'est en anglais, mais c'est pas très très complexe. Non, c'est pas compliqué. C'est ce qui est assez bien. Il y a peu de texte, voilà, de toute façon, même s'il manque éventuellement un mot avec un petit Google Translate à côté, c'est vite vu si vraiment il manque un truc. Puis de toute façon, l'image est là pour aider également, quoi. Voilà, c'était le online. Je vous invite à le lire, c'est très sympa. Hors sujet. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. C'est bon, on va s'arrêter là. Je crois qu'on les a... Non, voilà. C'était assez hors sujet. Non, fallait qu'on parle du HS là quand même, parce que sinon on va durer des heures. Je crois que on est assez hors sujet là, c'est bon. Ah, tu voulais parler d'un truc, je crois. La Oui, Reine des voilà, Neiges. c'est ça, La Reine des Neiges. Alors j'ai eu la chance, l'honneur, le privilège d'aller voir ce magnifique film de Disney. La Reine des Neiges. Film d'animation en 3D. Film d'animation en 3D ou pas en 3D d'ailleurs. Non, mais en 3D. Qui d'ailleurs en relief, marque aussi le grand retour de Disney sur le dessin animé vraiment qui fait des entrées. Ah ouais, ça marche à Donf. Ça marche à Donf, ouais, la Reine des Neiges. Ouais. Moi j'avoue, j'ai vu un peu les bandes annonces et j'ai eu l'impression qu'ils mettaient tellement en avant les personnages secondaires qui sont là pour faire rire que ça m'a pas donné envie. Alors, justement. Comme à chaque fois sur les bandes annonces de Disney de toute façon. Oui, c'est vrai. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, pour faire simple, Anna, qui est une jeune princesse un petit peu boulégon, a une sœur qui, elle, va devenir reine du royaume. Sauf que il y a une espèce de pouvoir magique, de malédiction dans la famille, et elle a un pouvoir de glace, alors qu'elle maîtrise extrêmement mal. Du coup, elle est obligée de porter des gants en permanence. Sauf que lors de la cérémonie de comment est-ce qu'on dit déjà, de célébration pour qu'elle soit reine, d'intronisation, c'est ça. Donc il faut qu'elle enlève les gants pour prendre en main le sceptre, la petite boule, machin. J'ai oublié les noms exacts, je suis pas calé là-dessus. Et puis il se passe une mésaventure. Elle se dispute un petit peu avec sa sœur. Elle s'énerve et elle glace tout un tas de choses autour. Bien sûr, des personnages très mauvais, très mal intentionnés essayent de la faire bannir, du coup, crier aux sorcières, etc. Du coup, elle s'enfuit, elle se crée son palais de glace, machin. Et sa sœur, un petit peu boulégon et aventurière, part en quête pour retrouver sa sœur, pour qu'elle redevienne reine, et surtout qu'elle sorte le pays de la glaciation dans laquelle elle l'a plongé bien malgré elle. Et donc on va suivre les aventures de cette jeune fille qui va avoir autour d'elle tout un tas de personnages secondaires plus ou moins intéressants, plus ou moins sympathiques. Un bonhomme de neige. Voilà. Et donc dans les personnages secondaires, il va y avoir... Parce que le pitch est sympa. Voilà, pour l'instant on est dans quelque chose de très classique et très sympa finalement. Donc elle, lors de la cérémonie d'intronisation et du bal qui va avec, elle tombe amoureuse d'un jeune prince qui arrive des îles du Sud.
Ils se promettent monts et merveilles et ils veulent se marier extrêmement rapidement après quelques heures de bal ensemble. Et donc elle doit laisser ce jeune prince aux reines du royaume pendant le temps où elle va partir à la recherche de sa sœur. Et elle part toute seule, très mal équipée. Elle croise sur la route un jeune chasseur, bûcheron, bref, quelqu'un qui... Un Canadien, quoi. C'est ça, une espèce de Canadien qui est affublé d'un... Ouais, c'est pas grave. Qui est affublé d'un très joli renne, très sympathique. Son petit traîneau, et ils partent donc à la recherche de la sœur. Ils vont croiser d'autres personnages, dont le fameux bonhomme de neige. Et voilà, donc je vais pas raconter plus d'aventures que ça. Par contre, donc très sympa, jusque-là tout va bien. Et contrairement à ce que vous avez dit, alors peut-être que moi je l'avais pas vu la bande-annonce, hein, mais les personnages secondaires justement sont pas assez exploités. Que ce soit le personnage bonhomme de neige ou le renne, les deux sont excellents. Et les quelques moments où ils sont utilisés, c'est vraiment excellent et ça rit aux éclats dans la salle. Les autres moments, il y a des longueurs. Non, tu as oublié de dire que ça rit aux éclats dans la salle pour les 8 ans. Il a dit caca. Oui, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça. Mais c'est vrai que ça marche très très bien auprès des gamins. Pendant qu'il y a ces scènes-là et pendant qu'il y a de l'humour et un petit peu plus d'action. Ça chante. C'est vrai que... Ah oui, alors ça chante beaucoup, surtout au début. Moi qui suis vraiment pas très fan de tous ces chants-là, on dirait pas. On dirait pas, oui. Ouais, non mais là vraiment j'ai du mal avec ce genre de conneries. Et voilà, du coup au début j'avais vraiment très très peur de m'emmerder ferme pendant 1h30. Mais voilà, la suite de l'histoire m'a rassuré, mais encore une fois avec des longueurs au milieu et où dans la salle ça bougeait pas, ça bronchait pas. J'ai eu l'occasion d'y aller avec un enfant à côté qui était bon public, qui s'agitait dans les moments de trop calme. C'était un peu beaucoup trop moins calme et par contre qui s'éclatait, qui était pris dans l'action dès que ça bougeait un petit peu plus quoi. Bon, donc un film sympathique, mais pas exceptionnel. Ça reste un bon Disney. Pas exceptionnel, c'est un bon Disney sans plus, mais vous pouvez largement y aller en famille. Il y a de très bons moments. N'hésitez pas à y aller. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Je voulais profiter de cette fin d'année pour remercier tous nos partenaires et nos diffuseurs. On va commencer par Synops Live, qui nous diffuse et nous permet de faire des lives. On remercie aussi Bad Geek, qui diffuse nos émissions et fait un peu de promotion autour de nous. Pod Radio, sur lequel nous sommes diffusés 2 fois sur une de leurs chaînes dans la semaine. Et je vais sûrement oublier des tonnes de partenaires, en tout cas... moi-même, parce que c'est quand même moi qui vous héberge. Oui, c'est vrai. Merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour les OEC Awards. Le lien est sur la page du site. Le site lavoixdesbulles.fr, bien sûr. Voilà, que vous pouvez laisser des tonnes de commentaires, que vous pouvez aussi désactiver vos adblocks pour voir les images qui accompagnent les articles, qui sont les couvertures des albums, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre comme pub sur le site. Oui, si, parce que si vous cliquez dessus, vous allez sur Amazon, et si vous achetez sur Amazon, nous, ça nous permet d'acheter des bandes dessinées. Même si Lunch nous tape après. Ouais, même si Lunch nous tape après. Voilà. Mais Toturi, il sera d'accord. Ouais, voilà. Ouais. Donc continuez à laisser des commentaires, ça nous fait grandement plaisir, les débats sont vraiment super intéressants. Et sur ce, on vous souhaite un bon boudin, comme on dit chez nous. Un bon boudin. Et on se revoit l'année prochaine. Ciao, ciao. Bisous, bye bye. Ciao.